Alors maintenant, c'est la question du Covid-19. Alors j'ai pas mal réfléchi à cette question en regardant toutes les sources possibles. Hein. Parce que moi, ce que je prétends proposer, c'est une synthèse. En réalité, sur Internet, vous trouvez des tas d'explications partielles de très bonne qualité. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire la synthèse globale, ce qui est peut-être le plus difficile, et c'est en général un peu ma spécialité, c'est la synthèse finale. Voilà. Donc le Covid-19 est une appellation générale qui permet de mettre tout ce qui est viral saisonnier dedans. Ce qui fait que d'un seul coup, si vous parlez d'un certain nombre de pathologies saisonnières, grippe, pneumonie, et puis encore d'autres choses, vous faites pas décoller les statistiques, vous êtes dans des statistiques qui correspondent à la période hivernale, voilà, de ce qui se passe dans la région de Milan, en Italie, l'année dernière. Vous regardez les stats, etc. Mais si d'un seul coup vous dites, il y a quelque chose qui vient de nous tomber dessus, qui est un danger mortel, qui s'appelle le Covid-19, et que vous dites que tous les gens qui vont à l'hôpital avec un problème dans la sphère ORL, quand ils se sont cassés une jambe, c'est plus difficile, mais ils essayent quand même, vous verrez, et que vous mettez tout ça sous l'appellation Covid-19, d'un seul coup, vous faites péter les statistiques, et vous créez une psychose entretenue par les politiques, les médias, et le corps médical complice. Parce que c'est là que se joue l'arnaque, c'est que s'il n'y a pas cette complicité d'une certaine partie du corps médical, le politico-médiatique ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc il faut qu'il y ait ces trois partenaires. Hein. Le politique qui s'appuie sur le médical qui induit les décisions politiques, et le médiatique, hein, BFM, le journal de la 2, qui met en scène la psychose. Hein, avec effectivement, on va dire, des salopards en haut et des crétins en bas. C'est toujours le problème de la pyramide hiérarchique. Des crétins qui relaient une volonté de salopards. Le coronavirus continue de se propager en France et le bilan continue de s'alourdir. 89 décès supplémentaires hier. C'est très clair ce matin, la situation s'aggrave. Le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Nous avons désormais une épidémie qui s'étend sur le territoire national et qui s'aggrave rapidement. Nous avons donc un objectif très clair, atténuer et décaler les effets de la vague en cours. Et donc on vous demande vraiment, impérativement, de respecter le confinement. Le sieur Salomon, encore un de la liste de Schindler, qui est le grand Manitou de la médecine française, et qui, je le rappelle, descend directement du capitaine Dreyfus et dit lui-même que une de ses fonctions, c'est de venger le capitaine Dreyfus de la méchanceté des Français. Alors, Décision et stratégie santé décrit de la façon suivante Jérôme Salomon. Je cite, « Les patrons d'administration centrale sont le plus souvent sans histoire. Ce n'est pas exactement le cas pour Jérôme Salomon, âgé de 48 ans, à la tête de la Direction générale de la santé. Enfin, il doit se construire son fil généalogique avec le tissu décousu d'une mémoire personnelle secouée par le drame de la Shoah et de l'affaire Dreyfus. J'ai pu ainsi entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. » Alors, je rappelle que Jérôme Salomon est né le 26 avril 1969. Donc, en fait, ça veut dire qu'il se vit en contemporain du capitaine Dreyfus, lequel, en fait, est son arrière-arrière-grand-père. Quand on voit que c'est lui le patron de la médecine légale, on peut être un peu inquiet, effectivement, de sa volonté de se mettre au service de la santé du peuple français. Hein, voilà. Donc, voilà à peu près où on en est. Alors, pour bien comprendre cette arnaque de l'appellation Covid-19 qui permet de tout mettre dedans, de faire exploser les statistiques et de créer la psychose, il faut revenir, et là on en revient d'ailleurs au sieur Lévy, à l'histoire du sida, et donc il y a d'ailleurs à Montagnier, car le Covid-19 est une manipulation médiatico-politico-médicale qui est exactement la même dans son montage que l'affaire du sida. Donc on va revenir sur l'histoire du sida, hein, sans faire de la haute médecine, mais on a le recul pour le sida. Donc je rappelle le sida. Au départ, le sida est une maladie d'enculés, donc on va le dire poliment, est une maladie d'homosexuels militants de la région de New York et de San Francisco, qui pratiquent deux pratiques extrêmes, qui sont la pratique du backroom, où ils peuvent se faire sodomiser dans une soirée par 100 mecs différents. On est au bout, en fait, de l'époque de ce qu'on appelle la libération sexuelle, et il n'y a pas encore l'effet sida qui est d'un seul coup qu'on terrifie les gens sur la conséquence de la sexualité libre. Et d'un seul coup, on découvre que des homosexuels militants
amateurs de poppers, développent une maladie nouvelle qui s'appelle le sarcome de Kaposi, dont ils meurent comme des mouches. Et je rappelle que les morts, qui créent d'ailleurs cette psychose qu'on appelle, nouvelle appellation, le sida, qui est le syndrome immunodéficient, voilà, ce sont des homosexuels qui meurent du sarcome de Kaposi. Ils ont des plaques sur la gueule et ils meurent très rapidement. Les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC, qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe. La première drogue en haut de leur liste, c'était le nitrite d'amyle. Et ceci a été démontré, même si censuré, que les plaques rouges du sarcome de Kaposi, première maladie emblématique de cette épidémie de HIV, qui était en fait une épidémie de mensonges, les poppers, l'inhalation, la racine de grid qui est devenue sida, c'est l'inhalation excessive pendant des heures sur les pistes de danse de la drogue des gays. C'est pourquoi c'était des gays, les poppers. Donc déjà, dans la communication de masse, on essaye de cacher que c'est une maladie d'homosexuels et de junkies qui se shootent, hein, c'est-à-dire des gens qui, par la sodomie et par la shooteuse, font passer directement des trucs dans le sang par les lésions anales et par la shooteuse. Hein. On cache ça parce que ça reviendrait à montrer du doigt la responsabilité des homosexuels et des junkies, qui sont des marginaux à l'époque. Donc il y a toute une dimension politique de camouflage de ça. Et on élucubre une théorie qui est de dire que le sida est une maladie. Alors, même moi, j'ai du mal à me rappeler, le sida n'est pas une maladie. Le sida est un syndrome immunodéficient qui permet le développement de maladies. Or, ces maladies, selon les régions et selon les catégories sociales, et même selon les époques, ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, dans l'esprit général, par la manipulation médiatico-politico-médicale, on met exactement sous la même appellation de sida les homosexuels de la bourgeoisie supérieure qui sont morts du sarcome de Kaposi à Los Angeles entre 1983 et 1987, et tous les Africains qu'on dit morts du sida qui meurent en réalité des maladies de la misère et de la pauvreté en Afrique. Ce qui n'a strictement rien à voir, mais on dit tout ça c'est le sida. Ce qui permet de créer des statistiques affolantes, ce qui permet, ce qui est très important, de terroriser la population mondiale sur les dangers de la sexualité à contact direct, alors qu'en même temps on est dans une idéologie de la pornographie généralisée. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que on pousse les gens à la sexualité et on leur dit qu'ils sont en danger de mort s'ils pratiquent une sexualité directe, ce qui pousse à mon avis vers la pornographie et la sexualité virtuelle. Donc on a aussi pareil, liste de Schindler, marché de la pornographie Internet, il y a toujours la même arnaque. Hein. Et aussi, même rapport qu'avec le Covid-19, l'idée que vous êtes malade parce que vous répondez positivement à un test, ce qu'on appelle la séropositivité. La séropositivité, c'est qu'on vous fait un test et selon une quantité on dit que vous êtes positif ou négatif. Et la réalité, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre être positif à un test de séropositivité, parce qu'on sait que, par exemple, une femme enceinte, si on lui fait un test de sida, elle sera séropositive tout simplement parce qu'en étant enceinte, elle répond positivement à ce test. Bon, là, les médecins vous pouvez vous amuser à les chercher sur Internet, hein, tout ça a été démontré 20 000 fois. Mais le politico-médiatico-médical complice vous dit, vous êtes séropositif, donc vous avez en gros le sida en vous, qui peut se développer, et donc vous êtes en danger de mort, donc déjà votre vie bascule dans la menace de mort permanente, un peu comme un type dont on dit qu'il a un cancer, et puis il faut surtout vous soigner, et là on vous colle comme par hasard un médicament qui s'appelle la ZT, qui est un poison mortel avec une tête de mort sur la boîte, dont on a des stocks à ne plus savoir qu'en faire, et on sait aujourd'hui que c'est des énormes scandales, parce que les gens en fait développent un effondrement physique constatable qui est en fait la conséquence non pas de la maladie qui n'existe pas, mais du traitement. Et ça, c'est le scandale des morts de leucémie en Angleterre dans les années 80-90 à cause des traitements au Tamiflu ou à la ZT. Tout ça, vous le trouvez sur Internet. C'est-à-dire que ce qui tue, ce n'est pas la maladie qui n'existe pas et le virus, qui est une hypostase de rétrovirus. On ne l'a jamais observé. Hein. C'est une déduction théorique. Ce virus n'a jamais été observé directement en microscopie électronique dans le sang de patients dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. On affirme pouvoir identifier dans le sang de ces malades des séquences d'acides nucléiques qui correspondent au génome des rétrovirus.
Mais il n'y a aucune corrélation entre ces données-là et l'échec total de tous les efforts qui furent développés pour tenter de démontrer des particules de rétrovirus dans le sang de ces malades-là. Donc le virus n'a jamais été trouvé dans un corps de malade du sida. Il n'a jamais été observé en microscopie électronique dans le sang de malades dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. Et il faut savoir aussi qu'un virus n'est pas comme une bactérie, n'est pas un être vivant. C'est une enveloppe dans laquelle il y a des morceaux d'ADN et d'ARN, c'est ça. Donc, à partir de n'importe quel morceau de truc, vous pouvez dire que c'est des morceaux de virus. Donc, on est là dans des possibilités d'arnaque, de mensonge ou d'erreur, parce que c'est le problème de savoir si au début on est sur de l'erreur qui devient un mensonge et un commerce, parce que je pense que le sida c'est en trois étapes. On cherche, on part sur une piste qui peut sembler cohérente au début, et après on ne veut pas y renoncer parce que ça permet un business énorme qui, je rappelle, le business du sida. Le SIDAction 2006 est lancé. Nos malades, nos associations, nos chercheurs ont besoin de vous. On nous fait toujours croire que pour trouver un vaccin à une maladie qui menace la Terre entière, il faut simplement mettre beaucoup d'argent et que plus on va mettre d'argent, plus on va trouver vite et avec certitude. Ça fait 35 ans qu'on se recherche soi-disant un vaccin pour le sida et qu'on n'en a pas trouvé parce que le sida n'est pas un rétrovirus. Voilà, c'est un syndrome immunodéficient qui est une boîte dans laquelle on a mis des tas de trucs qui nous arrangent, avec derrière les Kouchner, enfin tous ces escrocs. Professeur Lévy, vous qui dirigez la recherche sur le vaccin en France, on va vite le trouver ce vaccin-là. C'est à portée de main, non ? Non, c'est pas à portée de main. Si vous vous rappelez ce qu'on disait en 85, on disait le vaccin dans 3-4 ans, etc. Donc je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il faut dire qu'on a fait des progrès. Il faut en même temps dire que la recherche est extrêmement difficile, elle sera très longue. On a bien là des escroqueries qui permettent de mettre énormément d'argent dans des espèces de structures un peu opaques, soi-disant médicales, dont on découvre que pratiquement tout l'argent est dépensé en frais de fonctionnement, que c'est essentiellement des spots publicitaires. Le sida, en gros, c'est régulièrement des films publicitaires sur les dangers du sida. Le marché du préservatif qui était tombé à de la marginalité totale dans les années 60-70. Personne ne mettait de capote. C'était un truc de nos grands-parents. Et d'un seul coup, je pense qu'il faudrait voir qui est actionnaire des deux grandes sociétés de préservatifs et aussi de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le latex. Ça serait intéressant d'aller chercher. On peut pas passer mon temps à ça. Mais il y a des gens qui ont gagné beaucoup de pognon. Et puis surtout, avec le recul, donc il n'y a jamais eu de vaccin, on n'en parle même plus. Et surtout, il n'y a jamais eu de pandémie mondiale. Les chiffres de mortalité du sida sont dérisoires par rapport à des tas d'autres chiffres de mortalité. Les gens dont on m'avait dit, moi, il est séropositif, tu sais, avec un espèce de regard genre qui devait nous pousser à la compassion, alors qu'en fait, on aurait pu se dire l'autre enculé. Enfin bon, il y avait des réactions qui étaient un peu hostiles. Mais en fait, ces types-là qui sont soi-disant séropositifs, moi, j'ai 62 ans aujourd'hui. Je veux vous dire, c'est les seuls de mes potes qui soient pas morts. Ils sont séropositifs depuis 35 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota. Par contre, ils ont peut-être pris des médicaments très dangereux et très chers qu'ils ont d'ailleurs dû cesser de prendre depuis. Ils sont tous vivants. Et les seuls qui sont morts, je rappelle, c'est ceux qui sont morts du sarcome de Kaposi et d'échange de seringues entre 83 et 87. Après, tout le reste, pipeau. Voilà. Je vous mets au défi de trouver des gens qui meurent massivement du sida aujourd'hui à cause de leurs pratiques sexuelles. Voilà. Donc, quand on a étudié avec le recul toute l'escroquerie du sida, et je le rappelle, escroquerie politico-médiatique, et qui derrière aboutit à énormément de pognon pour une structure qu'on appelle Big Pharma, que je préfère appeler moi le complexe pharmaco-chimique, qui a beaucoup à voir avec ce qui constitue les noyaux durs du nouvel ordre mondial, avec le complexe militaro-industriel, le complexe agroalimentaire, et sans doute le complexe journalistique mondial, puisqu'on voit aussi, c'est pareil. Si on remonte à l'origine du charity business, c'est-à-dire du mélange malsain du showbiz, qui en s'appuyant sur des vedettes font des collectes de masse par la télé pour que le crétin chrétien christian, toujours compassionnel, donne de l'argent dans le but que la médecine trouve des remèdes pour des maladies de niche. L'invention de tout ça, c'est le Téléthon. J'ai pas révisé spécialement, mais allez sur Internet. Le Téléthon est une invention du lobby médical américain, avec Hollywood et le showbiz derrière, où vous avez un comique très drôle d'ailleurs que j'aime bien, mais pédophile, je crois, qui s'appelait Jerry Lewis, qui effectivement agite un petit myopathe, c'est-à-dire un enfant en train de baver sur un fauteuil roulant, dans une émission
de télé qui passent en même temps sur toutes les chaînes. C'est le modèle qui a servi aussi d'action. Et là, vous avez un compteur où les gens sont poussés à donner. Et tout ça, ce pognon va dans la poche, effectivement, de ceux qui ont monté la combine. Et vous verrez qu'une fois de plus, cherchez, vous trouverez, la liste de Schindler s'allonge encore un peu plus. J'en suis désolé. Et que surtout, est-ce qu'au bout du bout, on fait grand-chose pour les myopathes? Là, on peut rappeler dans ce genre d'arnaque ce qu'on appelait, je crois, la Ligue contre le cancer, et l'affaire Crozemarie, qui cumulait franc-mac et de la communauté de lumière, qui a fini par prendre 4 ans de prison. Il a fait seulement que 2 ans ferme, parce qu'on se rendait compte que tout cet argent qui était collecté pour la lutte contre le cancer lui permettait de se faire construire à lui, à ses potes, des villas avec piscine, que pratiquement tout l'argent passait en frais de fonctionnement et en frais somptuaires, et que c'est allé tellement loin dans l'arnaque qu'il a fini quand même à faire un peu de prison. Il est sorti d'ailleurs assez vite, je crois 2 ans après, grâce à toutes ces belles relations maçonniques et de la communauté. Intéressez-vous à faire Crozemarie. À chaque fois, vous verrez que vous pouvez recouper. Et je rappelle que le patron du SIDAction n'était autre que l'ignoble Pierre Berger, le sieur Pierre Berger, délinquant sexuel de type pédosataniste notoire, qui m'a fait condamner plusieurs fois, et dont l'héritier est Monsieur Cox, dont je rappelle qu'il est le paysagiste de l'île aux esclaves de Monsieur Epstein. Là aussi... je ne vais pas parler de liste de Schindler, mais on est encore, on retombe un peu à chaque fois sur les mêmes. Nouvel ordre mondial, pédosataniste. Hein, voilà. Oui, une fois que j'ai fait ce rappel, parce qu'on a tout le recul historique sur le sida, copié sur le Téléthon, le charity business, la prise de conscience de ce qu'on appelle Big Pharma, etc., vous verrez que le Covid-19 est exactement la même stratégie répétée que la stratégie du sida, à part que là, c'est pas terrifier les gens sur la pratique sexuelle qui génère, je rappelle, la reproduction de l'espèce et de la vie, hein, c'est-à-dire l'accouplement, c'est carrément une terreur dont le but est le confinement, c'est-à-dire de priver du jour au lendemain les populations des démocraties avancées occidentales, parce que là, il n'est pas question de la Chine, hein, c'est bien gentil de parler de la Chine dans les soirées thématiques Arte, mais la situation de la dictature chinoise, on la vit en ce moment en France, hein, c'est-à-dire qu'on a été privé du jour au lendemain de toutes nos libertés individuelles, on nous dit qu'on est en danger de mort, et que si d'ailleurs on meurt, c'est de notre faute, c'est parce qu'on ne respecte pas, rappelez-vous, les sorties, ce confinement. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Et par ailleurs, on va y venir après, on nous empêche de nous soigner avec des médicaments dont il est démontré qu'ils sont pas chers et efficaces. Il y a des études scientifiques qui commencent à sortir que les pays qui ont utilisé massivement la chloroquine... Mais toutes les études ne disent pas la même chose, c'est parfois un peu compliqué. Quand vous imaginez qu'on vous demande un placebo quand un traitement marche à 98%, c'est du délire scientifique. Je peux pas admettre ça. 98% de succès, faut arrêter. C'est criminel de continuer à dire que la chloroquine ne marche pas. C'est prouvé. Donc même si de toute façon ce virus existe, c'est... D'abord, on ne sait pas... Il y en a sans doute plusieurs, je le dis, plusieurs maladies qu'on met dans la même relation, mais de toute façon, c'est des maladies qui, ramenées à elles-mêmes, ne justifient rien de tout ce qui se passe en ce moment, qu'on peut soigner en 1 semaine par des médicaments pas chers, qui sont déjà sur le marché et testés, et qui ont fait leurs preuves, et dont la dangerosité est pratiquement nulle, comme le dit bien le professeur Raoult depuis des décennies. Et donc là, on est dans cette escroquerie, parce que maintenant on va parler d'escroquerie du Covid-19, dans quelque chose qui est une dictature avec menace de mort et même organisation, comment dirais-je, de génocide sélectif sur notamment les vieux dans les EHPAD. Nicole Delépine, j'aimerais revenir sur le décret qui est paru le 28 mars dernier, qui fait référence à un médicament, le Rivotril. Beaucoup de personnes se sont insurgées sur les réseaux sociaux, notamment pour évoquer qu'il s'agissait en réalité d'une manière cachée, une légalisation de l'euthanasie pour les patients en fin de vie qui seraient malades de Covid-19. Quel est votre point de vue ? Écoutez, malheureusement, ils n'ont pas tort parce que ce médicament Rivotril est complètement interdit, c'est sur la notice, d'ailleurs tout le monde peut regarder, chez les patients qui ont une détresse respiratoire. Justement là, libéraliser et surtout faire un décret qu'on envoie avec une fiche qu'on envoie au médecin montre bien la volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire que ça devienne un peu systématique. On autorise de leur filer des produits pour qu'ils souffrent pas puisqu'ils sont en fin de vie, qui les aident à crever, hein, et on fait même signer des dérogations, je crois,
à ces vieux pour que de non-acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, en gros, vous allez être malade, vous signez un papier comme quoi on va vous laisser mourir gentiment, en vous donnant d'ailleurs de l'antidouleur. Donc on est bien dans quelque chose de l'ordre du génocide des vieux. Et il n'y a pas que moi qui le dis, je crois que Dupont-Aignan vient de faire une vidéo pour dire que c'est ce qui concluait aussi. Il s'agit de la décision publique du gouvernement, du ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron, de passer ordre dès le 19 mars aux services hospitaliers de ne plus accepter de personnes âgées dans les services de réanimation. La conséquence, c'est que au 21 mars, par exemple pour l'assistance publique de Paris, il y avait dans les services de réanimation 19% de plus de 75 ans et 9% de plus de 80 ans. Et qu'ensuite, le 5 avril, je reprends ma feuille parce que j'ai noté, le 5 avril, on est passé à 7% seulement de plus de 75 ans dans les services de réanimation et 2% seulement de plus de 80 ans. Ce qui s'est passé aussi, c'est que très vite, la moitié des décès en France a été des plus de 80 ans. Cela veut dire qu'on a laissé mourir nos aînés dans les EHPAD par une décision venue d'en haut. Il y aura des comptes à rendre, je pense, après. Il y aura des comptes à rendre après le déconfinement. C'est pour ça aussi, j'annonce déjà, le déconfinement total et intégral n'aura jamais lieu. Si les gens qui sont au pouvoir en ce moment peuvent se maintenir au pouvoir et continuer dans leur logique, il n'y aura jamais de retour à la situation d'avant. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que retour à la situation d'avant intégrale, ça finit au tribunal de Nuremberg inversé. Donc ils vont se démerder pour que maintenant ça dure éternellement. Faites-moi confiance.